d'avril 1915, arrivée du 17e bataillon de chasseurs à pied qui installe son dépôt à Tournu. L'effectif est de 10 officiers et 1650 hommes de troupe. Les hommes sont cantonnés dans les locaux des usines. Des champs de tir et différents types de tranchées sont organisés pour leur entraînement, du côté du Villard, au Creux des Mouilles et à la Garenne. La vie s'organise entre les soldats et la population. Un foyer du soldat est créé au Ballon et au Passage Cadeau. Des concerts y sont donnés à la population. Les soldats aident aux travaux agricoles. Les soldats arrivent et repartent en gare. 8000 soldats passent par le dépôt. Certains militaires arrivent pour être soignés. Une infirmerie est installée à l'école libre de garçons. C'est à l'hôpital que sont soignés les plus atteints. 12 y décèdent. Dès le 5 août 1914, 1200 réfugiés de la région d'Épinal arrivent par trains spéciaux. On aménage pour eux tous les locaux disponibles. École communale fermée car ce sont les vacances, l'ancienne usine Blogalan, logement libre en ville. Les plus fragiles, les personnes âgées et les malades, sont installés à la Charité et à l'hôpital. Un orphelinat de 35 enfants est envoyé en banlieue. Très vite, il faut organiser une infirmerie-nurserie pour mamans et bébés dans un dortoir du pensionnat de l'école libre de filles, puis dans les locaux de la cour des cloîtres. 13 meurent dans les 6 mois, dont 6 bébés. Les réfugiés sont les bienvenus pour aider aux travaux agricoles. Mais ceux qui étaient des ouvriers plus spécialisés, typographes, ouvriers, brodeuses, préfèrent rester inoccupés à Tournu. En 1918, 200 réfugiés du Nord et de la Marne, par suite de l'avancée allemande, trouvent asile à Tournu. Le comité organisateur des accueils reçut de nombreuses lettres remerciant les Tournusiens de leur cordiale hospitalité. Il est vrai que tout était parfaitement organisé pour le logement à assurer, la nourriture, les repas à servir, les vêtements à procurer. Le bureau d'achat est au palais de justice où sont stockées les provisions. Boulangers et bouchers apportent directement viande et pain aux cantines installées dans les salles de classe, sous les préaux des écoles communales, dans les anciens locaux de l'usine Blogalan, à l'école libre de filles. Ce sont les vacances. À la rentrée, les cantines sont installées au Tivoli et rejoignent également les locaux de la cantine scolaire sous la Grenette. Les frais médicaux et de nourriture sont pris en charge par l'État. À partir de mars 1915, les familles, sans doute mieux installées, reçoivent une allocation en argent. Les écoles communales sont remises en état pour la rentrée scolaire. Seule l'école primaire supérieure, locaux de l'ancien collège, reste occupée comme hôpital militaire temporaire. Les élèves sont installés de 1914 à 1917 dans 3 salles du palais de justice. Les enseignants mobilisés sont remplacés par du personnel intérimaire.
3 femmes sont en place à l'école primaire. Monsieur Trezenem, directeur de l'école primaire supérieure, au grade de capitaine, est tué au combat en juillet 1918. À l'école, les enfants sont incités à soutenir les soldats par des parrainages, par des collectes pour l'envoi des colis. L'hôpital militaire temporaire occupe les salles de l'école primaire supérieure et comprend 100 lits. Il est fondé dès août 1914 et complété par 2 salles de l'hôpital civil qui comprend 50 lits. Le docteur Chanet, aidé des docteurs Bois et Paris, en assure l'organisation. Grâce à l'aide de la Croix-Rouge et des collectes faites auprès des Tournusiens, les soldats hospitalisés ont des vêtements appropriés. Les premiers soldats malades y meurent dès octobre 1914. C'est l'emplacement proche du monument des combattants de 1870-71 au cimetière qui leur est réservé. À l'initiative du conseil municipal, dont M. Thibaudet est le maire, des crédits budgétaires sont, dès la mobilisation, prélevés pour aider les femmes indigentes, favoriser le fonctionnement d'une cantine, fournir du travail à des ouvriers sans ressources employés à des réparations dans la ville, sur les quais et les places publiques. Très vite, des familles de mobilisés se trouvèrent également sans ressources. Un comité est créé pour assurer des repas journaliers. C'est à la Grenette, lieu de la cantine scolaire, que sont distribuées jusqu'à 450 rations par jour, avec potage, viande, légumes et pain. Tous les jours, 2 anciens boulangers fabriquent 300 kg de pain. Farine et denrées alimentaires sont achetés en gros pour alimenter les centres de ravitaillement. Dans ces moments où les prix des denrées ne cessaient d'augmenter, un comité de surveillance voulu par le conseil municipal limita les hausses du lait, des pommes de terre et du pétrole. La manufacture métallurgique perdit les 3/4 de son personnel à la mobilisation. Elle aurait dû participer à l'effort de guerre. En octobre 1914, elle reçut mission pour la fabrication d'obus, mais il n'y eut pas de suite, et elle fut mise en demeure de livrer une partie de ses machines. Elle n'assura que des commandes secondaires, dont de fausses ogives à partir de 1917. Elle occupait 150 ouvriers et ouvrières et reprit très tôt la fabrication d'articles de ménage. La fonderie d'aluminium Lavallée se développe fin 1915 et travaille la fonte pour la fabrication de projectiles, pièces pour moteurs, chaudières et carburateurs. Elle emploie alors 150 ouvriers, dont des mobilisés et des spécialistes espagnols. À l'usine Blot-Galant, la mobilisation de son directeur, M. Blot, début 1916, stoppe l'activité de l'entreprise. La féculerie-glucoserie est en pleine prospérité au moment de la mobilisation. Elle reste extérieure au service pour la guerre, mais elle profite de la hausse des prix des glucoses qu'elle fabrique à partir d'amidon, de pommes de terre, de maïs et de riz. 80 personnes y sont employées. En juin 1918, la société Pompe Noël, dont le siège est proche de Nancy, craint une offensive allemande et installe son outillage et son matériel à Tournu, après achat de la propriété de M. Colère sur l'emplacement du couvent des Récollets. La société assure la fabrication des obus de 1975 et fin 1918, elle se reconvertit dans la fabrication des pompes.
Les fêtes de la Victoire sont célébrées le 14 juillet 1919 par des messes à l'Abbaye et à Sainte-Madeleine, une revue place de l'Esplanade et par un défilé jusqu'au cimetière au pied du monument des combattants pour y déposer la palme de la Victoire. La ville est illuminée et une retraite au flambeau y est organisée avec un grand bal et des tirs de fusées. Le 19 avril 1919, le maire de Tournu, Émile Thébaudet, fait état d'une proposition de la Société des Amis et des Arts pour l'érection d'un monument cantonal en mémoire des soldats tombés au champ d'honneur. En novembre 1920, le choix du lieu est fait. Ce sera dans la partie sud du Champ de Mars. À la suite d'un concours, Désiré Mativet obtient la commande du monument. Son monument se compose de 3 éléments. Un piédestal sur lequel sont gravés 4 bas-reliefs, une colonne et la statue d'un poilu. Les bas-reliefs illustrent en 4 scènes la vie d'un soldat français. Le départ à la guerre, le guet la nuit dans les tranchées, les bombardements et la mort. La particularité du monument réside dans l'utilisation de la colonne romaine retrouvée dans le lit de la Saône et installée du XVIIe siècle jusqu'en 1867 sur la place de l'hôtel de ville de Tournu. Cette colonne porte à son sommet la statue d'un poilu représenté en tenue de combat, le fusil posé au sol à son côté.